Donc pour cette nouvelle table ronde, je suis entouré de 3 nouvelles personnes. François Fage, qui est directeur de recherche à l'INRIA, Florence Lambert, qui est présidente de Genvia, et Roberto Ardon, qui est Chief Data Scientist Officer chez Incepto Medical. Alors bonjour à tous les 3. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va continuer à parler de recherche scientifique, de la conception de ces sujets de thèse, de l'encadrement des doctorants et puis de leur avenir aussi, et plus généralement de votre vision sur ce dispositif CIFRE. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par me tourner vers François Fage. Vous êtes donc directeur de recherche à l'INRIA, vous êtes bioinformaticien, vous enseignez la biologie des systèmes et la modélisation informatique, et vous encadrez des doctorants CIFRE depuis longtemps, on va dire, presque depuis le début du dispositif. Est-ce que, peut-être pour commencer, vous pouvez nous donner juste un éventail des recherches que vous avez encadrées dans le cadre d'une CIFRE, et puis éventuellement les découvertes que vous avez faites? Oui, donc j'ai eu une longue carrière avec des évolutions thématiques. Enfin, je suis informaticien, j'ai toujours cherché à aller au fond des choses, faire de l'informatique fondamentale, mais avec beaucoup d'attrait pour les allers-retours entre théorie et pratique. Donc le dispositif CIFRE a toujours été pour moi un excellent moyen de confronter les idées d'un industriel qui a des problèmes concrets et puis de recherche académique. Thématiquement, ça a pas mal évolué, mais disons pour ce que vous citez en dernier, la bioinformatique, effectivement, ça fait quand même 20 ans que je m'intéresse à modéliser les processus cellulaires comme des programmes, et on a eu récemment 3 thèses CIFRE avec l'industrie pharmaceutique, Servier, Johnson & Johnson, pour des défis de modélisation, de compréhension, pourquoi des médicaments ne marchent pas in vivo, alors qu'ils marchent dans certaines expériences, et donc avoir une approche effectivement système, de compréhension système de toutes ces interactions très complexes et qu'on aborde avec des techniques d'informaticiens, techniques développées pour le raisonnement sur des programmes complexes. Okay. Vous savez ce que sont devenus ces doctorants, disons globalement? Ah oui, très très bien, et je suis très heureux de voir que... Dans quelle direction ils s'orientent alors en l'occurrence, ils ont continué dans le domaine. Chez Servier, ils ont continué dans la boîte en prenant des postes, j'en suis très content, importants de direction scientifique sur ces sujets, ou alors évolution pour différentes raisons. Ça a pu être des évolutions, mais en gardant vraiment l'acquis scientifique, en changeant de boîte. Et puis parfois, c'est arrivé dans le passé qu'un doctorant CIFRE ait vraiment fait de grands progrès scientifiques et soit embauché au CNRS, par exemple. J'ai un ancien au CNRS, un autre professeur d'université, et j'en oublie. Donc ça arrive aussi. Donc plus généralement, il continue un peu dans l'entreprise, mais il arrive aussi qu'ils viennent vers une carrière universitaire, par exemple. François Fage, l'idée qu'on se fait souvent de la recherche, c'est que dans les laboratoires, on va produire des connaissances théoriques, et puis ensuite, ces connaissances vont être transformées en valeur ajoutée dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va avoir cette chaîne de production qui va du laboratoire vers l'entreprise. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut aller dans le sens opposé aussi? Est-ce que les jeunes que vous encadrez, ils peuvent, à travers cette application, justement vous donner de nouvelles idées ou vous apporter de nouveaux cadres de réflexion? Complètement. Hein. C'est vraiment déjà la définition d'un sujet de thèse avec un partenaire industriel, c'est extrêmement intéressant parce que il y a des questions qu'on ne se poserait pas. Qui viennent d'applications auxquelles on ne penserait pas, potentielles. Et ça va conduire à des questions scientifiquement extrêmement intéressantes du domaine, mais qu'on ne se serait pas posées sans ce contexte industriel ou autre. Et donc, ça nourrit complètement la recherche scientifique d'un domaine. Et vraiment dans les deux sens, pour moi, problématique. Approche également, les industriels peuvent avoir des solutions qui ne sont pas du tout académiques, mais qui donnent des résultats et qu'il est extrêmement intéressant d'essayer de comprendre. Et puis en retour, je trouve aussi que dans le cadre d'une thèse CIFRE, par exemple, ça peut être très bien d'encourager le doctorant parfois, si le sujet s'y prête, à proposer des benchmarks, des bancs de tests à la communauté académique
mais issus de ces problématiques et qui permettent ensuite de mesurer les progrès de la communauté sur ces problèmes. D'accord. Des bancs de tests qui viennent directement du monde pratique, quoi, vraiment appliqué, qui reviennent ensuite vers la communauté scientifique en disant essayez de résoudre ça, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut pendant des dizaines d'années rester des défis. Oui. Alors bien sûr avec un travail sur les données qui fait qu'il n'y a plus de problème de propriété. Je m'interroge aussi sur les échelles de temps. Vous le savez comme moi, un projet de recherche, c'est long, c'est très long, et même en général, on ne fait pas vraiment attention. Ce qui importe plus, c'est, disons, d'aller au bout des choses, d'approfondir chaque petit détail, etc. On a des projets de recherche qui durent des années, une décennie, voire plusieurs décennies, ça arrive des fois, d'avoir un projet de recherche qui dure 25 ans. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop compatible avec un monde plus compétitif, concurrentiel, ou dans une entreprise, par exemple, le temps, c'est de l'argent, quoi. Est-ce que c'est une tension que vous ressentez un petit peu quand vous encadrez les chiffres? Oui, alors depuis la conception du sujet, il est certain que pour l'entreprise, enfin vous le direz mieux que moi, 3 ans, c'est le temps de la thèse de 3 ans, c'est du temps long. Une entreprise, elle a des projets quand même sur des temps plus courts, donc ça nécessite une nécessité de prendre un certain recul pour s'investir sur ce temps long pour l'entreprise de 3 ans. Pour l'académique, c'est le temps d'une thèse en France, que parfois on trouve un peu court, 3 ans, quand on compare aux thèses aux États-Unis ou en Allemagne. Les thèses en France, c'est 3 ans, ça peut paraître un peu court, mais dans le cas de thèses avec un industriel, c'est juste, je pense, la bonne durée. Et en général, les thèses chiffres, elles durent vraiment 3 ans. On ne prolonge pas à 4 ans comme on le fait plus si on a plus de liberté. Et il faut l'anticiper, le gérer, le définir bien au début. Et puis après, de toute façon, il y a toujours une évolution au cours de la thèse, mais en s'y préparant bien, on tient les délais et, avec un apport réciproque. Je comprends. Peut-être un dernier point, une dernière question, François Fage, sur la propriété intellectuelle. C'est aussi une question que je me pose souvent quand je suis face à une cifre. Je me dis, voilà, les chercheurs, leur boulot, pour résumer, c'est de produire de la connaissance et puis de la publier comme ça pour tout le monde. Alors que dans un contexte un peu plus concurrentiel, si je découvre quelque chose qui peut me donner un avantage compétitif, j'ai peut-être envie de le protéger, de le breveter. Comment on gère ça avec l'entreprise ? Oui, donc c'est important de le gérer. Donc gérer, c'est anticiper. Donc en fait, quand on définit le sujet, je pense que il faut être assez clair sur qu'est-ce qui relèvera du domaine stratégique de l'entreprise et devra rester secret en quelque sorte à travers un brevet ou autre. Et puis qu'est-ce qui a priori pourra être publié ou rendu même, par exemple, en développement logiciel. En général, avec l'industrie pharmaceutique, si on développe des logiciels dans le cadre d'une thèse, on nous laisse publier le logiciel dans le logiciel libre, par exemple. Et pour les publications, c'est pareil. L'entreprise trouve son compte à publier à haut niveau. C'est pas publié pour publier, mais c'est publié vraiment à haut niveau. Ce qui peut l'être sans que ça empiète sur des secrets industriels tout à fait normaux. C'est des choses qu'on anticipe et on se met d'accord avant de commencer. On dit voilà ce qui est publiable, voilà ce qui est confidentiel. Je pense on fait bien, et dans le cadre des chiffres, il y a cet accord qui le prévoit tout de suite au début, et c'est bien fait. Merci beaucoup François Fage. Je vais me tourner maintenant vers Florence Lambert. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de Genvia. Alors si je peux essayer de résumer l'activité de Genvia en une phrase, je dirais que c'est une entreprise qui vise à industrialiser une technique de production d'hydrogène décarboné. Exactement. Est-ce que vous voulez peut-être le dire un peu mieux que moi? Non, vous l'avez très bien dit, mais je peux peut-être compléter. Donc en fait, c'est une technologie qui vient de la recherche, donc du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, et qui part de ce qu'on a tous en tête, on électrolyse, donc on part de l'eau, on fait passer un courant et on produit de l'hydrogène. Notre spécialité, c'est qu'on va partir à partir de l'eau vaporisée, et en faisant ça, on a un meilleur rendement, c'est-à-dire que pour chaque électron qu'on va mettre, on va avoir plus d'hydrogène ou un hydrogène moins cher. Et donc on est en fait dans un écosystème déjà public-privé, parce que la technologie vient du CEA, qui est notre actionnaire majoritaire, et qui s'est associé à un industriel pour accélérer l'industrialisation de la technologie. Donc nous avons déjà des racines de recherche qui sont très importantes. D'accord. Je
Je comprends. Vous êtes, Florence Lambert, vous-même issue du milieu universitaire, parce que vous avez une thèse, un doctorat en électrochimie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre histoire? Comment on passe de la jeune doctorante en électrochimie à la présidente de Genvia? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, moi, j'ai assez vite voulu faire de la recherche, en fait, même si je viens d'un milieu ouvrier, en fait, et assez vite. Alors, moi, j'ai eu un électrochoc en visitant une centrale hydroélectrique très jeune et en me disant, je veux travailler dans l'énergie. Alors, à l'époque, j'ai pas pu faire de thèse CIFRE, j'ai fait une thèse ADEME et qui se passait justement avec le CEA. C'était la première thèse qui portait sur le stockage des énergies renouvelables. Et me voilà arrivée au CEA où finalement j'ai toujours eu à développer des projets un peu périlleux, souvent compliqués. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce sujet d'énergie était très très important, qu'il était au-delà de la recherche, de la technologie, qui pouvait toucher les populations, et j'ai été vraiment passionnée. Et après, j'étais peut-être plutôt sur un segment qu'on appelle la recherche technologique, qui est vraiment déjà entre la recherche et l'industrie à Grenoble. Et en fait, avec beaucoup d'opportunités de faire déjà des transferts de technologie, alors sous toute la chaîne de la valeur, des matériaux à des composants, etc. Et à force de rêver d'industrie, donc j'ai pris une technologie de mon ancien laboratoire, réussi à convaincre non seulement la maison du CEA, mais aussi l'industriel, donc Schlumberger, qui s'appelle SLB maintenant, pour créer Genvia. Et c'était le moment ou jamais de traverser le Rubicon et d'aller du coup créer cette société. Alors, comme je vous dis, qui est assez atypique, donc qui est vraiment entre ce milieu de la recherche et le milieu de l'industrie. Et donc c'est pour ça que dès le démarrage, on n'a pas pu faire autrement que lancer des thèses de CIFRE, parce que pour nous, c'était très très naturel de pouvoir vraiment creuser des sujets et puis de faire appel à des doctorants. Exact. Donc vous dites que vous travaillez vraiment main dans la main avec le secteur public. Oui. Ça passe donc entre autres par les thèses CIFRE. Aujourd'hui, ces doctorants CIFRE, combien sont-ils chez Genvia et puis sur quoi ils travaillent exactement? On a envie de savoir le genre de recherche que vous faites. Tout à fait. Alors on a lancé très très vite 6 thèses. Il y en a une 7e qui commence là et qui s'adresse en fait à toute la chaîne de la valeur qu'on peut faire quand on fait un électrolyseur. Donc vous allez avoir des sujets autour plutôt de la science des matériaux. Donc soit pour développer des nouvelles solutions, soit des synthèses, soit des procédés, soit faire de la modélisation ab initio. Donc ça, c'est vraiment la première famille. Ensuite, on va avoir plutôt des thèses systèmes qui vont par exemple nous aider à développer des nouveaux électrolyseurs avec des possibilités de diagnostic de panne, donc très intéressant, qui va justement différencier la technologie. Donc vous voyez, ça va vraiment d'un panel très très éclectique, de la science des matériaux jusqu'à des aspects plutôt systèmes très très appliqués. Ça va sur des sujets plutôt court terme, c'est-à-dire qu'on a besoin des doctorants pour creuser un sujet avec des débouchés en fait, et je pense que c'est intéressant pour eux de assez vite pouvoir mettre en application ce qu'on fait. Mais il y a aussi des sujets plus moyen-long terme, comme par exemple de la modélisation multiphysique, où là on sait qu'on démarre un chantier de 6 ans et qu'il va falloir plusieurs thèses. Et donc, dès le départ, on savait qu'il y allait avoir différentes échelles de temps. Mais je rejoins aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, dès le démarrage, on s'est dit, si on fait des thèses, on les fait sérieusement. C'est-à-dire que les thésards, en fait, vont aussi, alors non seulement vont dans les réunions Genvia, mais vont dans des congrès, font des publications. Et pour moi, c'est pas antinomique, parce qu'en fait, il suffit juste de synchroniser. On fait un brevet, et puis après, on peut faire la publication. Et ça se synchronise complètement. Et pour nous, on l'a vraiment donc non seulement lancé dès le démarrage en se disant c'est la chance de l'entreprise, mais en se disant c'est une responsabilité, parce que il faut pas oublier que c'est une formation et qu'il faut vraiment dès le démarrage garantir les bonnes conditions pour nos étudiants. Exactement. Alors juste pour bien comprendre ces projets de recherche dont vous parlez, au tout début, vous allez les concevoir en partenariat avec un laboratoire universitaire. C'est un travail que vous faites ensemble. Tout à fait. Et ensuite, vous allez trouver un doctorant ou une doctorante qui va correspondre aux besoins. Et le candidat en question, quelles compétences vous allez chercher en particulier? Des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche, ou bien, je ne sais pas, quelles compétences vous allez voir en premier chez un candidat? Il va y avoir la compétence métier qui est importante, donc en fonction d'où on part. Et c'est vrai que c'est important d'avoir et le bon étudiant, la bonne formation doctorale aussi.
Après, pour moi, assez vite, parce que je fais les entretiens moi-même, hein, d'avoir un esprit de curiosité. Donc ça, pour moi, c'est important parce que tout à l'heure, on parlait hein, du fait de partir de la page blanche. Donc effectivement, il faut oser, challenger, bouger les lignes. Et puis aussi une certaine forme de courage. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est très représentatif aussi de ce qu'on a besoin dans nos nouvelles industries. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on fait un électrolyseur, hein, moi je dis souvent, c'est presque... C'est peut-être un peu présomptueux, mais comme la révolution industrielle du siècle dernier, parce qu'on part d'une page blanche, on part d'une technologie de laboratoire, et on doit hisser en fait un géant industriel. Et donc tout ça, il y a des risques, donc il ne faut pas avoir peur de la page blanche. Et je me rends compte qu'en fait, l'esprit qu'on développe quand on a une thèse est très approprié à ce nouveau virage industriel qu'on fait en France, en Europe, et va former en fait non seulement des ingénieurs, mais des ingénieurs-chercheurs robustes et qui vont savoir prendre des risques. Et on a besoin de ça. Ouais. Je suis d'accord, surtout par rapport à ces qualités dont vous parlez, la curiosité et le courage. On a tous fait une thèse autour de cette table et je pense qu'effectivement, on peut qu'être d'accord avec vous. Et la page blanche. Voilà. Exactement. Si je m'essaie de me mettre à la place de ces doctorants CIFRE qui ont en quelque sorte un pied dans le privé avec vous et puis un autre dans le public, est-ce que c'est comme une contrainte supplémentaire où il faut réussir à gérer deux mondes qui sont bien différents, ou est-ce que dans le fond, ça crée une forme de synergie qui va les permettre d'aller encore plus loin ? Ah, ça crée une synergie qui est vraiment indispensable aujourd'hui à ce réveil industriel qui est en train de se mettre en place. Hein. Pour nous, en fait, il y a à la fois une phase de transfert technologique qui fait qu'on a besoin d'accompagner ça, d'avoir cette connexion à la recherche. Mais derrière, il va falloir vraiment tenir des distances sur le long terme et rester et garder cette connexion, en fait, et rester connecté à cette recherche. Parce que faire un électrolyseur aujourd'hui, donc notamment Genvia à la haute température, on n'est pas copié. Donc on est plutôt sur la technologie du coup d'après. Et donc c'est très bien. Dans 10 ans, on le sera. Et je pense qu'il faut faire le deuil de se battre avec l'Asie uniquement sur les volumes et sur les coûts de production. On va se battre grâce à l'innovation. Et justement, grâce à ce lien continu avec toutes les recherches, hein, plus fondamentales ou plus appliquées. Et les thésards peuvent être vraiment ce trait d'union. Donc pour moi, c'est une philosophie d'entreprise. Hein, c'est-à-dire qu'on a décidé de lancer Genvia avec du coup tous ces thésards. Mais on sait que régulièrement, on va mettre des salves de thèse CIFRE pour garder ce lien continu en déplaçant parfois un peu les sujets. Mais pour moi, c'est vraiment inhérent à la compétitivité de ce qu'on est en train de lancer en France. Hein. Je comprends. Les étudiants qu'on avait tout à l'heure autour de cette table nous parlaient de cette envie de voir les choses mises en application assez rapidement, donc de faire vraiment une découverte scientifique, et puis assez rapidement de voir son application concrète dans le vrai monde, alors que c'est vrai que dans le milieu universitaire, on peut attendre des années, peut-être même toute une vie avant de voir une application concrète. Dans le cas de Genvia, il y a en plus donc cette perspective environnementale qui est nécessairement très présente et pressante. Est-ce que vous sentez que c'est une source de motivation supplémentaire auprès de vos doctorants? Comment ça se manifeste? Parce que ces jeunes, en fait, ont à la fois envie d'avoir un esprit de curiosité qui va être nourri, mais aussi de donner un sens. Et donc, en fait, ça leur permet de creuser un sujet, sachant que la finalité va être vraiment pour décarboner. Donc, notamment en ce qui concerne Genvia, hein, notre principal marché va être la décarbonation de l'industrie. Donc, aider les aciéries, les cimenteries, les grands acteurs de la chimie à se décarboner. Et donc, notre équipement va permettre très rapidement à baisser ces taux. Donc, ça donne du sens à tout ça. Oui. Et donc là, j'ai par exemple en tête des développements qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est, vous voyez, dans un environnement, en plus notre usine est très ancienne en fait. Hein. On a récupéré du foncier dans une usine qui a plus de 100 ans. Donc, l'histoire se passe dans notre ligne. On est en train de faire des couches sur nos électrolyseurs. Et pour autant, on a besoin de repartir dans la physique fondamentale pour bien comprendre et maîtriser les process de fabrication. Donc c'est à la fois des sujets qui nourrissent, mais avec vraiment des débouchés très très précis. Ouais. Et puis ce qui est en plus formidable, c'est que non seulement ça donne un sens, mais il y a aussi un collectif. Parce que derrière ces thésards, donc sur leur travail du quotidien, il y a par exemple les opérateurs de l'usine qui guettent les derniers résultats pour justement les mettre en application tout de suite. Donc il y a aussi un relais qui se fait entre différentes fonctions
vision de l'entreprise. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Ouais. Merci beaucoup, Florence Lambert. Je vais me tourner maintenant vers Roberto Ardon. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc Chief Data Scientist Officer chez Incepto Medical. Corrigez-moi si je me trompe, c'est une start-up donc, qui développe des techniques d'intelligence artificielle dans le domaine médical, généralement, plus précisément en radiologie. Exactement. Et vous avez 6 ans, enfin la start-up a 6 ans, et vous avez déjà encadré plusieurs thèses CIFRE. C'est ça. Combien exactement? Alors, on en a déjà encadré 2 qui ont fini. D'accord. Et en ce moment, il y en a une en cours et une en préparation. D'accord. Voilà. L'activité de Incepto Medical, vous pouvez peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails? Donc, le but d'Incepto, c'est un peu de soulager quelque chose que tous les fondateurs de l'entreprise étaient avant dans l'industrie de l'imagerie médicale. Et quelque chose qu'on a tous remarqué, c'est que les radiologues, ils étaient complètement débordés. En fait, aujourd'hui, la quantité d'images produites en imagerie médicale est telle, les machines sont tellement performantes que les radiologues, même s'ils continuent à augmenter au même rythme, alors que ça chute, il y a de moins en moins de radiologues, et ben, ils ne pourraient jamais traiter toutes ces images-là. Il y en a trop. Donc ils sont débordés, on a toute une problématique, des urgences, vous attendez 6 heures, souvent vous attendez parce que vous attendez un radiologue qui va interpréter votre image. Voilà. Donc le but d'Incepto, c'est de soulager cette charge en créant des intelligences artificielles capables d'interpréter toutes seules ces images. Et en faisant les diagnostics au même niveau, mais beaucoup plus vite et sans fatigue qu'un médecin. D'accord. Voilà. Et donc Incepto a deux façons d'agir. Comme l'objectif est vraiment très pratique, on veut vraiment ramener ces IA chez les médecins. Donc la première chose qu'on a fait, c'est on s'est mis en distributeur. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui créent des IA en ce qu'on appelle nous des verticales. Donc elles prennent un problème clinique, typiquement par exemple, je ne sais pas, les cancers de poumon, et elles vont travailler que sur ça. Et puis Incepto, une de ses branches, c'est de distribuer, d'être l'intermédiaire entre l'hôpital et tous ces startups-là qui créent des verticales. Et en même temps, et ça c'est mon côté, Incepto produit des IA. Donc nous, aujourd'hui, on a trois IA déjà qui tournent chez les médecins. Donc pour être clair, les étudiants, les doctorants CIFRE que vous encadrez, ce sont plus des informaticiens que des médecins. C'est le milieu informatique, c'est pas du tout le milieu médical. C'est pas du tout médical, bien qu'ils interagissent énormément avec des internes et avec des médecins. Du coup, très concrètement, qu'est-ce qu'ils font alors ces doctorants CIFRE? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est leur sujet de recherche? Alors, les deux thèses qu'on a terminées, la première, tout ça c'est extrêmement lié au questionnement que les médecins vont se poser sur l'IA. Premier questionnement, c'est l'IA me donne une réponse, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est l'interprétabilité. Donc la première thèse qu'on a finie, c'est justement, le but de cette thèse, c'est si l'IA dit ce genou, ce poumon est malade, pourquoi? Sur quoi elle s'appuie? Alors la thèse de Martin, en l'occurrence, c'était, elle montrait en surbrillance les zones qui avaient servi à l'IA pour prendre une décision. Et c'est fascinant parce que parfois on a l'impression qu'on entraîne une IA et qu'elle marche très très bien et on ne voit pas les biais qu'on lui a donnés. Typiquement, quand tu as des bases déséquilibrées, on a travaillé sur des ménisques. Le ménisque latéral, il est souvent peu malade, alors que le médial est très malade. Et le latéral, on n'arrivait pas bien à le détecter. En passant le détecteur d'interprétation, on s'est rendu compte qu'en fait, le latéral, l'IA ne le regardait jamais. Donc toutes les décisions qu'il pouvait donner dessus, c'était en regardant le médial. Donc aucune chance d'avoir un bon résultat. Ça, c'est la première thèse. Et la deuxième thèse, elle concernait une des problématiques majeures de l'intelligence artificielle en médecine, c'est que toute intelligence artificielle a besoin d'annotation. Donc il faut absolument, comme nous, donner une image à une IA en lui disant « cette image est pathologique, cette image est saine ». Mais cette annotation, elle est fournie par des gens qui sont déjà hyper débordés, c'est les radiologues. Donc il faut bosser sur comment je peux créer des IA en donnant le moins d'annotation possible. Donc la deuxième thèse CIFRE, c'était exactement ça le but. Construire des IA avec moins d'annotation. Beaucoup d'images, mais pas tout annoté. D'accord. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Vous avez une particularité, c'est que vous avez vous-même fait une thèse CIFRE. Exactement. Est-ce que ça change la façon dont vous les encadrez alors? Absolument.
Absolument, parce que donc moi j'ai vécu cette vie de être dans l'entreprise, être à la fois dans un labo universitaire, et moi il y a certaines choses que j'avais pas extrêmement appréciées de ma thèse CIFRE, notamment il y en a quelques-uns l'ont évoqué tout à l'heure, c'est un peu la solitude dans la thèse CIFRE en fait. Souvent, quand on fait une thèse CIFRE dans une entreprise, alors ce que Florence a dit ne va pas du tout ce que je veux dire, mais on n'est pas tout à fait intégré dans l'entreprise. Moi, je l'ai fait dans une très très grosse entreprise dont le métier n'était pas exactement le sujet de ma thèse. Donc c'était un peu à côté, donc j'étais un peu seul. Moi, je m'efforce de mettre les doctorants sur des sujets qui sont très importants pour moi. D'ailleurs, la nouvelle thèse CIFRE qu'on a faite, j'ai changé un peu de braquet. Au lieu de faire des thèses méthodologiques comme avant, j'ai fait une thèse à problématique clinique. Donc le sujet, c'est suivi des problèmes en oncologie du foie. Voilà. Donc c'est pas du tout technique en fait. Ça paraît, et c'est à nous, et à moi et aux doctorants, de trouver toutes les techniques, des nouveautés, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Pourquoi j'ai fait ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement demandé par les médecins. Si on arrive, alors c'est très risqué, parce que personne n'a réussi à le faire, mais si on arrive à faire un produit avec ça, les médecins, ils seraient ravis, parce qu'ils me disent à chaque fois que je les vois, il y a un médecin en particulier, un des actionnaires de la boîte, qui me dit « Quand est-ce que tu vas me trouver la solution au jeu des 7 différences ?» Voilà, il compare des images du passé et il doit trouver... vous mentionnez les actionnaires. Ouais. Ils ont un rôle à jouer aussi dans le moment où vous concevez une thèse CIFRE, parce que je me dis, vous pouvez imaginer des choses qui sont intéressantes d'un point de vue scientifique, mais l'actionnaire, il n'est pas nécessairement d'accord. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre d'accord avant de pouvoir concevoir cette thèse, y compris le partenaire universitaire, etc. Oui, absolument. Il faut absolument que... Et ça, c'est mon boulot la plupart du temps, c'est moi qui fais tout ça. Ouais. C'est-à-dire le sujet doit être créer un consensus auprès des gens qui n'ont pas du tout... par exemple, le CEO de la boîte, c'est un businessman, donc lui, il faut que je le convainque, non pas par des arguments scientifiques, mais des arguments de retomber après, quoi. Absolument. Et ça, il faut le faire. Donc, je ne peux pas décider de faire une thèse sur un sujet qui semble très lointain ou très décorrélé avec notre activité. Donc ça, c'est une des contraintes. Mais à la différence de ce que font d'autres entreprises, moi, les doctorants, je les mets dans le processus de rédaction du sujet. C'est-à-dire que je les choisis en amont, par le biais des stages, etc. Et une fois que... Et donc, ils sont aussi dedans. Donc, ils écrivent avec moi et avec le médecin. Et un des fondateurs de la boîte, c'est un médecin radiologue. On écrit ensemble les sujets. Comme ça, on s'assure que cliniquement, ça va. Le doctorant, il est content avec. Et après... on boucle avec les actionnaires pour voir que tout va bien. Mais vous pouvez quand même faire de la recherche fondamentale. C'est pas exclu du coup, même si il y a cet aspect où il faut convaincre les actionnaires. Ça peut être, en fait, il faut juste que ça reste dans la ligne, dans la même ligne que eux, ils ont leur vision. Oui. La créativité naît des contraintes et c'est ce qui est passionnant dans cette démarche. Oui, exactement, j'entends bien. Et pour terminer, peut-être, c'est un sujet qui revient tout le temps parce que ça me tient à cœur, mais c'est celui encore de la propriété intellectuelle. Dans votre cas en particulier, les découvertes que vous faites, ce que vous produisez dans le monde de l'informatique, finalement, c'est du code ou bien des programmes informatiques ou bien des techniques d'apprentissage qui sont des choses qui sont finalement assez faciles à dupliquer. Oui, et quand on les publie, surtout aujourd'hui avec des magazines qui demandent beaucoup d'open source, finalement, pour un concurrent d'Incepto, soit un copier-coller et hop, je vous ai un peu pris votre place, vous voyez. Comment on fait ? C'est quoi l'intérêt de publier en fait ? Alors, on en a déjà évoqué. L'intérêt majeur, c'est de se faire une visibilité scientifique. Quand on publie, j'essaie de publier dans des revues à très fort impact, que ça soit technique ou clinique. Si c'est clinique, c'est encore mieux. Donc montrer que nos recherches développées par un CIFRE donnent lieu à des produits qui ont un énorme impact chez les radiologues, ça c'est un intérêt majeur pour moi. Après ça sert c'est un argument de vente. Voilà. Ouais. Concernant la propriété intellectuelle, on a des règles en interne. Tu vois, par exemple, moi je me dis, je ne publie pas sur l'algo qui est en production actuellement, mais sur N-1, qui est déjà à nouveau en fait. Donc, comme ça, et en plus, comme tout ça c'est basé sur de l'apprentissage machine, il y a des choses que c'est difficile à copier. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai
y a des choses qui restent propriété d'entreprise et qui ne sont pas duplicables. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange très enrichissant. Je voudrais pour terminer qu'on se penche sur un parcours un peu particulier, celui d'Antea Comellini qui a fait une thèse CIFRE donc soutenue en 2021 et qui est aujourd'hui devenu astronaute.